Dans la dernière leçon, nous avons, sinon étudié, du moins défini ce qu'on entend par relation d'ordre sur un ensemble. Je dis défini, sinon étudié, parce que nous n'avons pas tout dit, loin de là, sur les relations d'ordre, et il faudrait de nombreuses leçons pour arriver à se faire une idée plus nette de ce que représente cette notion d'ordre en mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle relation, la relation d'équivalence. Auparavant, je voudrais remercier M. Bellage d'avoir bien voulu se joindre à nous aujourd'hui. Et également, avant d'aborder cette relation d'équivalence, je voudrais aujourd'hui démontrer un résultat sur les relations d'ordre à titre d'exemple ou d'exercice, puisque nous manquons justement de séances d'exercice. Considérons un ensemble grand E et sur cet ensemble une relation d'ordre que je note par ce signe emprunté à l'arithmétique, mais il est bien entendu que ce signe n'est pas le signe inférieur ou égal à qu'on trouve entre des nombres, puisque mon ensemble grand E n'est pas forcément un ensemble de nombres. Eh bien, je vais montrer qu'on peut envisager une traduction de cette relation d'ordre sur grand E par une autre relation d'ordre, savoir la relation d'inclusion sur un ensemble de parties que je vais ici baptiser F. Voilà le premier travail que nous allons faire aujourd'hui. Je vais m'y prendre de la façon suivante. À un élément X appartenant à l'ensemble E, je vais faire correspondre une partie grand X de l'ensemble grand E. Grand X appartient, à l'ensemble des parties. Je noterai, j'ai ainsi donc défini une fonction de E dans l'ensemble des parties de E. Fonction que j'appellerai F, et par conséquent, ici, nous noterons l'image de petit x par cette fonction. Nous la noterons, grand X égale f de petit x. Cette fonction va être définie de la façon suivante. Grand X est une partie de E. Il suffit donc, pour définir grand X, de dire quels sont les éléments de E qui appartiennent à grand X. Eh bien, les éléments de E qui appartiendront à grand X, appelons-le petit y, ce seront les éléments qui seront inférieurs ou égaux à x. On pourrait symboliser ça de la façon suivante et dire grand X, cette partie de E, c'est l'ensemble, c'est pourquoi je mets une accolade, l'ensemble des Y. Et ici, je vais dire comment sont fabriqués ces Y. C'est l'ensemble des Y qui appartiennent à 1 et qui sont, comme on vient de le dire, inférieurs ou égaux à x. Il y a là une sténographie qui risque de rendre la chose peu compréhensible, n'est-ce pas? Aussi, je vais donner tout de suite un exemple concret de la fabrication de cette partie grand X à partir de l'élément petit x. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je m'interromps donc un instant dans l'élaboration mathématique de la chose pour prendre un exemple. Je vais prendre comme ensemble E l'ensemble des entiers. E égale n, l'ensemble des entiers naturels. Alors, je les représente ici comme des points d'une droite. Voici. Supposons que nous ayons ici l'entier x. Eh bien, nous faisons correspondre à ce nombre entier x l'ensemble de tous les entiers qui lui sont inférieurs ou égaux. J'ai pris bien entendu sur grand N cette relation d'ordre habituelle inférieure ou égale. Si bien que grand X, c'est l'ensemble de tous ces nombres 0, 1, 2, 3 jusqu'à x. Voici grand X que j'appelle aussi petit f
de x. On peut remarquer une chose, c'est que jamais cette partie grand X ne sera vide, puisque si j'ai grand X égale f de petit x, j'aurai toujours petit x qui sera élément de grand X, parce que la relation d'ordre possède la propriété suivante, on a toujours x qui est inférieur ou égal à petit x, c'est le premier axiome de la relation d'ordre. Revenons alors au cas général. J'ai mon ensemble grand E avec la relation d'ordre indiquée, et à un élément petit x, je fais correspondre la partie grand X qui est, si vous voulez, définie de cette façon-là. Je vais envisager l'ensemble de toutes les parties grand X qu'on obtient de cette façon-là, c'est-à-dire, si vous voulez, je vais envisager l'image de l'ensemble initial grand E. Et cette image, je vais l'appeler F. Par conséquent, maintenant, je peux envisager une fonction qui, à tout x de l'ensemble initial E, fait correspondre cette partie grand X égale f de petit x, qui est un élément de grand F. J'ai donc une surjection, cette fonction est une surjection de l'ensemble de départ sur cet ensemble des images. Quand on se limite à l'ensemble des images, là, une fonction est toujours surjective. Eh bien, je vais démontrer un théorème, ou un premier résultat, c'est peut-être beaucoup dire que de le nommer théorème, à savoir que cette fonction respecte la relation d'ordre qu'on trouve sur grand E et qu'on trouve sur grand F. C'est-à-dire, je vais démontrer le résultat suivant. Si dans grand E, nous avons x1 qui est inférieur ou égal à x2, alors à x1 correspond une partie grand x1, à petit x2 correspond une partie grand x2, je vais démontrer que sur ces parties, on a la relation d'inclusion grand x1 inclus dans grand x2. C'est ce que je voulais dire en disant que cette fonction, cette application de E dans F respectait les ordres qui existent dans E et dans F. Alors la démonstration est extrêmement simple. En effet, si pour démontrer que grand X1 est inclus dans grand X2, il suffit de démontrer que tout élément qui appartient à grand X1 appartient nécessairement à grand X2. C'est la définition même de l'inclusion. Or, grand X1 appartient, petit y appartient à grand X1 signifie que y est inférieur ou égal à petit x1, puisque grand x1, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont inférieurs ou égaux à petit x1. Mais, comme par hypothèse, petit x1 est inférieur à x2, petit x1 est inférieur à petit x2, par suite de la propriété transitive de l'ordre, je vais obtenir y qui va être inférieur ou égal à petit x2. Or, ceci signifie que y appartient à grand x2. Et par conséquent, la démonstration est faite. Cette fonction de grand E dans cet ensemble de parties grand F, cette fonction respecte les ordres que nous avons dans E et dans F. Nous allons montrer sur l'autre tableau une précision très importante ici, à savoir que cette fonction f que je viens de montrer surjective et qui respecte l'ordre, les ordres, faudrait dire, nous allons montrer que cette fonction est injective. Nous allons montrer que cette fonction est injective en démontrant que si la partie f de x1 est égale à la partie f de x2, alors nécessairement, ceci implique x1 égale x2. C'est bien l'idée que nous avons donnée d'une fonction injective. En effet, si je sais que x2 appartient à f de x2,
On a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, x2 est inférieur ou égal à x2, par conséquent, x2 appartient à cette partie grand x2 qu'on peut noter petit f d'x2. Or, comme petit f d'x2 est égal à petit f de x, ceci signifie que x2 appartient à f de x1. Or, dire que x2 appartient à f de x1, ça signifie que x2 est inférieur ou égal à x1. Et dire que x2 est inférieur ou égal à x1, comme x1 et x2 jouent le même rôle, de la même façon, je peux aussi démontrer que x1 est inférieur ou égal à x2. Mais alors, en vertu du deuxième axiome de la relation d'ordre, quand on a ces deux inégalités, l'antisymétrie qu'on trouve pour la relation d'ordre implique que x1 égale x2. Nous avons donc démontré que cette fonction f est injective. Autrement dit, on va reprendre le haut du tableau. Nous avons maintenant une fonction f de E sur un ensemble de parties qu'on a baptisé f, et cette fonction f étant surjective et injective est bijective. Et nous avons une bijection de E sur f qui transforme, qui conserve, si vous voulez, les ordres qui règnent. Ici, cet ordre marqué par le signe inférieur ou égal, et ici, l'ordre qui est donné par l'inclusion. Autrement dit, si je représente ici mon ensemble E, et si deux éléments de E, petit x et petit y, sont joints par une flèche qui traduit que x est inférieur ou égal à y, dans mon ensemble de parties f, si à petit x correspond grand x, si à petit y correspond grand y, et si je représente également par une flèche ma relation d'inclusion, ma fonction de E dans f, qui fait correspondre à tout élément du premier ensemble, un élément du second et un seul, et cette fonction étant bijective, vous voyez qu'on réalise ainsi une traduction de la relation d'inégalité, de la relation d'ordre sur le premier ensemble, en une autre relation d'ordre sur un second ensemble. Et étant donné que c'est bijectif, on peut à l'envers passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire il n'y a pas seulement une traduction qui nous mène de E à F, mais nous avons une traduction inverse, n'est-ce pas, par la fonction réciproque de petit f. Je voudrais peut-être poser une petite question, si vous le permettez. Oui, je vous en prie. Quand on s'est donné un ordre donc sur l'ensemble grand T, oui. Vous l'avez traduit par un ordre sur l'ensemble grand F. Oui. Je voudrais savoir quel intérêt vous attachez à cette traduction, d'autant plus qu'en fait, on manipule plus facilement les éléments que les parties. Voilà. Alors, il est parfaitement vrai qu'il est certainement plus difficile à un auditeur de manier les parties d'un ensemble et que pour beaucoup d'éditeurs, mon ensemble grand F est difficile à comprendre, bien qu'il s'agisse tout simplement, n'est-ce pas, d'un ensemble de parties de E. Cependant, en récompense, si vous voulez, la relation d'ordre qu'on avait sur l'ensemble de départ grand E était une relation qui n'était pas précisée, qui était très abstraite, on ne s'en faisait pas une idée. Tandis qu'au contraire, sur les parties d'un ensemble, la relation d'ordre qui est donnée par l'inclusion est quelque chose que l'on saisit très facilement. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, bien entendu. Mais alors, quelle est l'importance que j'attache au résultat que je viens de trouver et de montrer? D'abord, c'est un exercice. Il nous fait utiliser tout ce que nous avons, beaucoup de choses que nous avons montrées sur les notions de fonction, en particulier l'injection, la bijection. Et surtout aussi, dans ce cas particulier, il nous montre que nous avons découvert la relation d'ordre, somme toute, si vous vous souvenez, à partir de la relation d'inclusion, qui était l'exemple type d'un ordre. Nous avons pris cet exemple type d'un ordre et nous en avons déduit des axiomes avec lesquels nous avons travaillé.
pour découvrir cette relation d'ordre. Alors, ce que je viens de démontrer, dans le fond, c'est que on avait pris les bons axiomes d'un ordre, puisque voilà qu'à l'envers, on montre qu'à partir d'une relation abstraite d'ordre sur grand E, on retrouve, n'est-ce pas, il y a une traduction possible avec la relation d'inclusion sur un ensemble. Voyez-vous? C'est le premier point particulier. Mais en réalité, je n'ai pas tout à fait donné cet exemple dans le but que je viens de dire. J'ai donné cet exemple parce que pour la première fois, nous découvrons deux ensembles, grand E et grand F, qui sont mis, comme on disait autrefois, en correspondance bi-univoque, c'est-à-dire pour lesquels il existe une bijection de l'un sur l'autre qui permet de faire le passage à l'envers. Et il y avait des structures, très simples ici, des structures d'ordre, sur mes deux ensembles. Et je vois que cette bijection respectait les deux structures, sur E et sur F. Autrement dit, que j'avais une traduction possible d'une première structure, ici, par une autre, et le passage inverse se faisant. Alors il y a là, justement, une idée fondamentale d'une reproduction d'une structure à partir d'une autre structure, n'est-ce pas? Une traduction d'un domaine mathématique dans un autre domaine mathématique. Du point de vue abstrait, autrement dit, ces deux ensembles E et F, munis de ces deux structures d'ordre, d'un point de vue abstrait, c'est la même chose. Voilà. Alors, c'est pour souligner cet aspect abstrait qui est essentiel en mathématiques que j'ai voulu donner cet exemple en le démontrant aussi longtemps qu'il le fallait pour qu'on comprenne la question. Je voudrais aussi poser une deuxième petite question, plus simple celle-là. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple des entiers naturels. Oui. D'autre part, vous avez dit que l'ensemble grand F, ce n'était pas toutes les parties de E. Ah oui. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de dire qu'il y avait une surjection. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il est possible donc de montrer sur l'ensemble grand N oui. des parties qui ne sont pas images? Voilà. Alors, en effet, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que l'ensemble grand F que j'ai envisagé, qui est un ensemble de parties, ce n'est pas l'ensemble de toutes les parties. C'est seulement certaines parties qu'on a obtenues, n'est-ce pas, comme on a vu. Et en particulier dans l'exemple choisi sur les entiers naturels munis de cette relation d'ordre. Je marque ici 0, 1, 2, 3, etc. Bon, j'ai dit, prenons x, alors je vais lui faire correspondre une partie, en effet, de l'ensemble des entiers, cette partie grand X qui est constituée de tout ce qui vient avant X, en quelque sorte. Mais il est évident qu'il y a des parties de l'ensemble des entiers que je ne peux pas obtenir de cette façon-là. Par exemple, l'ensemble constitué de tous les éléments qui sont plus grands que 3, y compris 3, qui vont jusqu'à X, alors ce n'est pas une de ces parties. On n'a pas toutes les parties de l'ensemble. Bon, eh bien, je crois que nous allons en rester là pour cet exemple. On va reprendre le premier tableau et l'effacer, parce que nous allons passer maintenant à une deuxième idée, à savoir la relation d'équivalence. Et comme pour la relation d'ordre, je vais revenir à une notion qui a été donnée dès la première leçon, savoir la relation d'égalité. Prenons un ensemble grand E et considérons cette relation d'égalité entre les éléments de grand E. Alors, E, c'est à peine besoin de dire qu'il est muni, si vous voulez, d'une relation particulière, l'égalité, puisque ici, cette égalité signifie l'identité. L'identité entre des objets qui pourraient à la rigueur porter des noms différents, mais qui seraient, dans le fond, identiques, le même objet. Alors, nous avons vu que cette relation d'égalité possédait les trois propriétés suivantes, qu'on avait baptisées 1, 2 et 3, savoir que pour tout x, on a évidemment la tautologie x égale x. C'est ce qu'on avait appelé la propriété de réflexivité. La deuxième propriété, qui est une parfaite évidence aussi, bien entendu, c'est que si x égale y, alors, ce que je montre comme ça, y égale x. Propriété qu'on avait appelée la symétrie. Enfin, si x égale y et en même temps y égale z, alors on avait x égale z.
C'est la fameuse propriété de transitivité. Remarquez que ici, par suite de l'existence de cette propriété de symétrie, on pourrait écrire autrement la troisième propriété de transitivité. On pourrait dire que cette propriété, elle signifie que lorsque l'on a x égale y et z égale y, alors on a x égale z. Voyez-vous, j'ai renversé ici l'ordre, puisque ma relation est symétrique, j'ai le droit de le faire. Or, ceci signifie que si deux éléments sont égaux à un même troisième, ils sont nécessairement égaux entre eux. C'est une façon peut-être plus claire de voir ici cette propriété de transitivité. Eh bien, je vais me placer maintenant au point de vue suivant. Il n'y a pas que la relation d'égalité qui possède les trois propriétés qu'on vient d'écrire. Et je vais le montrer d'abord sur un exemple avant de faire une théorie quelconque. Comme ensemble, je vais prendre, alors on va revenir à notre première leçon, je vais prendre une collection d'objets, et on va prendre une collection d'objets colorés. Et nous allons prendre des objets qui diffèrent par la forme, par tout ce qu'on voudra, mais ça ne va pas nous intéresser. On va s'intéresser à leurs couleurs. Et je vais supposer qu'il y a trois couleurs seulement, disons jaune, vert et bleu. C'est parfaitement arbitraire, bien entendu. Eh bien, je vais considérer les objets de la collection uniquement du point de vue de la couleur. Et sur eux, je suis donc en train de définir une relation, à savoir, on aura x, r, y, qui signifiera x à même couleur que y. Voilà cette relation, n'est-ce pas, que je suis en train de définir sur grand E. Avoir même couleur que. Il est parfaitement évident qu'un objet a même couleur que lui-même. Là, cette relation R est réflexive. Alors, excusez-moi, on va l'écrire R. Il est parfaitement évident que si X a même couleur que Y, alors Y a même couleur que X. Si on n'avait pas ça, on travaillerait dans un monde d'Alice au pays des merveilles. Bon. Il est parfaitement évident aussi que si X et Z ont même couleur que Y, alors ils ont même couleur. C'est-à-dire que nous avons précisément les propriétés 1, 2, 3 de la relation d'égalité. On les retrouve ici, propriété 1, propriété 2 et ici, propriété 3. Vous avez défini cette relation d'égalité à partir d'une couleur. Ce n'est pas une égalité. Attention. Ce n'est pas une égalité. C'est avoir la même. C'est une relation qui a même propriété que l'égalité, oui, mais ce n'est pas une égalité. Deux objets, l'un peut être carré, l'autre peut être rond, n'est-ce pas? Ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas égaux au sens où on l'avait dit d'abord, mais ils ont la même couleur. Ils ont, n'est-ce pas, cette propriété d'avoir la même couleur. Et est-ce toujours vrai si vous prenez une propriété quelconque? Ah, voilà. Alors, ce que vous voulez dire, mademoiselle, c'est que si au lieu d'avoir considéré les objets du point de vue de la propriété d'avoir même couleur, si j'avais considéré des objets d'un certain ensemble qui ont une certaine propriété commune, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je suis amené à définir une relation qui possède les propriétés de l'égalité? Eh bien, avant d'aborder la question avant de la formaliser d'une façon logique et mathématique, je vais encore donner un exemple pour vous montrer effectivement qu'avoir une même propriété, ça nous donne en tout cas l'impression qu'on va être conduit à des propriétés qui vont être celles de l'égalité. Alors je vais prendre comme exemple un ensemble d'hommes, non pas l'ensemble de tous les hommes parce que je crains que ce soit un ensemble mal défini. Bon, je vais prendre un ensemble d'hommes. Voilà. H, disons. Et je vais envisager entre deux éléments
une relation R qui va être également une propriété de ce genre-là, avoir même X a même propriété qu'Y, et je vais prendre pour R avoir même nationalité. R ici, c'est avoir même nationalité. Bon, eh bien, si je marque évidemment l'ensemble, si je prends ici, disons, si X est un anglais, alors il sera dans cette relation R avec tout autre anglais. Il aura même nationalité que tout autre anglais. De même que tout à l'heure, j'avais cette... Et ça veut dire, ça c'est la transitivité, si vous voulez, c'est la propriété 3, c'est la propriété essentielle. Il est très facile de voir que les trois propriétés sont vérifiées exactement comme on l'a montré tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus. Bon. En effet, avoir la même propriété, ça va nous donner une relation d'équivalence, à condition que je définisse ce que c'est. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Non, je vais reprendre l'autre tableau parce qu'il s'agit de quelque chose d'important. Je vais maintenant définir d'une façon tout à fait abstraite ce qu'on entend par relation d'équivalence sur un ensemble. Alors, je prends un ensemble E quelconque et je vais définir une relation R sur cet ensemble. Un ensemble E quelconque et une relation R. Eh bien, cette relation R sera une relation d'équivalence si elle possède les trois propriétés que nous avons mis en évidence, savoir si on a toujours X et X, si, autrement dit, si elle est réflexive, si elle est symétrique, c'est-à-dire si X et Y implique Y et X, et enfin, si elle est transitive, c'est-à-dire X, R, Y et Y, R, Z implique que l'on ait X, R, Z. Bien souvent, la relation d'équivalence R, on la note d'une façon particulière, par exemple avec cette espèce de tilde, cette espèce de petite vague que vous voyez, qui est un signe très, très utilisé pour les relations d'équivalence. Eh bien, maintenant que nous avons une définition de ce que c'est qu'une relation d'équivalence, et dont nous avons déjà donné des exemples, nous allons redonner de nouveaux exemples. Je vais emprunter un exemple à la géométrie, pour commencer. Je vais considérer un ensemble qui a été vu dès la première leçon aussi, c'est l'ensemble grand pi des droites du plan. L'ensemble pi, l'ensemble des droites d'un plan. Et je vais définir sur cet ensemble de droites une relation, savoir la relation de parallélisme. Je dirais que la droite baptisée X est parallèle à la droite baptisée Y, attention, dans les deux cas suivants. Ou bien X et Y n'ont pas de point commun. N'ont pas de point commun. Ou bien X et Y sont confondus. Vous voyez, c'est une relation donc de parallélisme au sens large. Je ne dis pas que les droites sont parallèles parce qu'elles n'ont pas de point commun. Elles sont parallèles si, ou bien elles n'ont pas de point commun, ou elles sont confondues. Il faudrait peut-être les appeler des droites avec un E. Bon. Elles sont donc sans point commun ou confondues. Eh bien, cette relation de parallélisme possède les propriétés 1, 2, 3. Parce qu'une droite est alors parallèle à elle-même, justement, puisqu'elle est confondue. Donc, on a la première propriété. Deuxième propriété, c'est que si X est parallèle à Y, eh bien, évidemment, Y est parallèle à X. Quant à la troisième relation, eh bien, c'est une chose bien connue, c'est que si deux droites sont parallèles ou confondues avec une troisième, alors elles sont également parallèles ou confondues. Donc, si X est parallèle à Y, si X est parallèle à Z, alors Y est parallèle à Z. Bon. On pourrait envisager d'autres relations avec des droites, puisque nous avons cet exemple.
Il y a une relation dont on joue beaucoup en géométrie, c'est la relation être perpendiculaire. Je pourrais envisager x est perpendiculaire sur y. Alors est-ce une relation d'équivalence? Au loin de là. Parce qu'il nous manque beaucoup de choses pour que ça soit une relation d'équivalence. Il nous manque que x n'est pas perpendiculaire sur elle-même. Ça arrive rarement. Sauf dans une géométrie très compliquée, ça peut arriver. Mais pour la géométrie euclidienne qu'on regarde ici, ce n'est pas le cas. Bon, donc, il manque le premier axiome de réflexivité. Il manque aussi le troisième, à savoir que si deux droites sont perpendiculaires sur une troisième, elles ne sont pas perpendiculaires entre elles. Bon, par conséquent, ce n'est pas parce que nous avons défini des relations d'ordre et d'équivalence que n'importe quelle relation est soit une relation d'ordre, soit une relation d'équivalence. Il y a toutes sortes de relations possibles. Je voudrais donner encore un exemple très important de relation d'équivalence. Je vais envisager une fonction f d'un ensemble grand E sur un ensemble grand F. C'est-à-dire, à tout x de mon ensemble de départ, je fais correspondre la valeur de la fonction petit f de x, qui est un élément de l'ensemble arrivé grand F. Eh bien, je vais définir une relation d'équivalence sur grand E à partir de cette fonction petit f. De la façon suivante, et ça va encore avoir la même propriété. Je dirais que x et y, qui sont des éléments de E, bien entendu, x appartient à E et y appartient à E, je dirais qu'ils sont équivalents, ce que je vais montrer par ce signe, si et seulement si ils ont même image par la fonction, c'est-à-dire si f de x est égal à f de y. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur la démonstration que nous avons ici une relation d'équivalence. On va laisser aux auditeurs le soin d'établir les 3 points, de vérifier les 3 points en question, 1, 2, 3. Il est presque évident que c'est une relation d'équivalence parce qu'on a toujours cette même chose, avoir même propriété. Ici, x et y ont même image. Eh bien, puisque nous parlons d'image, nous allons faire un peu d'imagerie au sens de notre collègue Évariste Dupont, c'est-à-dire que nous allons voir quelles sont ces propriétés 1, 2, 3 à l'aide de flèches. Alors la propriété, supposons que sur cet ensemble grand E, nous ayons une relation d'équivalence. La propriété 1 signifie que tout élément de x est équivalent à lui-même. Par conséquent, comme nous représentons ici, pour aller de x à x par une boucle, nous aurons toujours des boucles. Ça, c'est la première propriété. X est équivalent à x. Deuxième propriété, c'est que si nous avons x qui est équivalent à y, alors il faudrait que je mette une flèche. X équivalent à y, ceci impliquera y équivalent à x. Alors il faudra que je mette la flèche dans le sens contraire. Eh bien alors, puisqu'on doit mettre des flèches toujours dans les deux sens, on peut s'arranger, convenir qu'on n'en mettra pas du tout. Il faudra tous les chemins, si vous voulez, voilà, pour être orientés dans les deux sens, et par conséquent, on ne va pas les orienter. On va obtenir ce qu'on appelle un graphe non orienté. Comme les boucles, les arcs ne seront pas orientés pour traduire cette propriété numéro 2. La propriété numéro 3, on va reprendre l'autre tableau parce que nous n'avons plus de place ici. La propriété numéro 3 va traduire la troisième relation de transitivité, c'est-à-dire, dans le fond, si deux éléments sont équivalents à un même troisième, ils sont équivalents entre eux. C'est-à-dire que j'aurai la propriété 3 que voici. Si j'ai y et z qui sont équivalents à x, alors voilà mon petit dessin, avec des arcs non orientés. Nécessairement, je dois joindre y et z, parce que alors, y et z sont équivalents entre eux. Y équivalent à x et z équivalent à x, alors y est équivalent à z.
Par conséquent, je dois joindre. Bon. Peut-on considérer que tous les éléments peuvent avoir des équivalences entre eux? Ah, je vais un petit peu rectifier votre question, je crois. Vous me demandez si, étant donné un ensemble, on ne pourrait pas considérer que tous les éléments de l'ensemble sont équivalents entre eux. Équivalents. Est-ce que, en faisant ça, c'est-à-dire en prenant en somme la relation la plus complète possible, tout est lié, alors est-ce qu'on n'a pas une relation d'équivalence? Bien entendu, bien entendu. Si je prends un ensemble de Français et que ma relation d'équivalence, c'est avoir même nationalité, eh bien, ils auront tous même nationalité. De ce point de vue, ils seront tous équivalents entre eux. Si j'ai une collection d'objets de couleurs, et si je les compare pour la couleur, s'ils sont tous rouges, ils seront tous équivalents entre eux. Ils auront tous la même couleur. Par conséquent, c'est une relation d'équivalence, bien entendu. Tous les éléments sont liés entre eux. C'est-à-dire, supposons qu'on en prenne 4, ça suffit pour faire le dessin. On trouve partout des boucles, voilà, et tous les éléments sont reliés les uns aux autres. C'est ce qu'on peut appeler un graphe complet. On dit aussi, mais je ne l'écris pas pour qu'on ne le retienne pas, on dit aussi qu'on a affaire à une clique, n'est-ce pas? Ils se tiennent, ils sont tous équivalents d'un certain point de vue. C'est une bande. Bon, alors ça s'appelle une clique. Eh bien, en général, ce n'est pas ce qui se passera. Il faut remarquer aussi, puisque vous êtes la spécialiste des cas exceptionnels, mademoiselle, vous faut remarquer aussi qu'on pourrait avoir la relation d'égalité qu'on a donnée au début, c'est une relation d'équivalence très banale, en sens qu'on n'a que les boucles. Deux éléments qui ne sont pas absolument identiques, n'étant pas équivalents, n'étant pas reliés, n'est-ce pas? C'est les deux cas extrêmes. En général, aucun de ces cas ne se présentera, c'est-à-dire que si je fais un dessin, on va avoir la chose suivante. Alors, voici un ensemble 1 sur lequel est définie une relation d'équivalence. Prenons un élément X. Je vais aller considérer tous les éléments qui sont équivalents à X. Alors, la relation d'équivalence, je peux la symboliser comme ceci. Bon. Il y a au moins un élément qui est équivalent à X, c'est X lui-même, c'est-à-dire qu'il y a toujours la boucle à dessiner. Bon. Mais en général, ce ne sera pas le seul élément, et je vais aller représenter ici des éléments, quelques éléments, qui vont être équivalents à X. D'après la troisième propriété, ils vont tous être équivalents entre eux d'ailleurs. Bon, ça va me former ici un ensemble, l'ensemble de tous les éléments qui sont équivalents à X, un ensemble grand A, une partie de E. Et en général, on ne sera pas dans le cas banal, c'est-à-dire qu'il y aura des éléments de E qui ne seront pas équivalents à X. Prenons-en un qu'on va appeler Y. Pour Y, on peut faire la même chose, c'est-à-dire considérer les éléments qui sont équivalents à Y, y compris Y lui-même, et ça va former une partie, on peut l'appeler B, de grand E, etc. J'ai dessiné seulement deux choses. Eh bien, l'ensemble de tous les éléments équivalents à X, que j'ai appelé ici grand A, c'est ce qu'on appelle la classe de l'élément X. De même, ici, grand B, c'est la classe de l'élément Y. Alors voilà une notion qui est en train d'apparaître, la notion de classe. Je viens d'en donner dans le fond une définition, mais nous allons la donner alors d'une façon assurée. Remarquez une chose, attendez avant que le dessin ne disparaisse. Je n'ai pas représenté le graphe complet ici. Il est bien évident, n'est-ce pas, que tous les éléments qui sont équivalents à X, on l'a dit, sans le dessiner, sont équivalents entre eux. Ils forment une clique. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a des boucles partout, et puis ils sont tous reliés les uns aux autres. Bon, même chose ici. Je n'avais dessiné que la liaison avec X ou avec Y. Mais ils se tiennent tous. Bon. Alors, je vais donner la définition d'une classe. Étant donné un élément X de l'ensemble 1, sur lequel règne cette
relation d'équivalence, on appelle classe de 1, et je désignerai, il y a beaucoup de façons de désigner classe de X, il y a beaucoup de façons d'écrire classe de X, il y a certains qui notent classe de X avec un petit point par exemple, ou tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Je l'appelle en abrégé CL de X. Eh bien, classe de X, ma définition, c'est que ça sera une partie de E, n'est-ce pas? Ça sera quelque chose qui va être inclus donc dans E, une partie de E, et que Y appartiendra à classe de X si et seulement si Y est équivalent à X. Ça nous rappelle quelque chose qui a été vu dans la première partie de la leçon, avec la relation d'ordre, mais maintenant nous trouvons ça avec la relation d'équivalence. Voilà ce que c'est qu'une classe. Eh bien, il y a une chose qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que une classe n'est jamais vide. Une classe n'est jamais vide parce que vous allez toujours avoir au moins un élément dans la classe de X, à savoir l'élément X lui-même. L'élément X lui-même, puisque, en effet, X est équivalent à X. Je voudrais poser une petite question. Oui. On a vu tout à l'heure dans la relation d'ordre que l'ensemble F auquel on aboutissait, si vous voulez, oui, n'était pas formé de l'ensemble des parties de E complètement, en oui, général, qui oui, avaient donc des parties qui n'étaient pas atteintes. Très juste. On se pose peut-être la question ici, est-ce que, dans ce cas-là, on aura toutes les parties de E? Eh bien, c'est une question qui est très intéressante, comme vous le savez, puisque je vais être amené justement à envisager l'ensemble des classes. C'est ce que nous allons faire dans un instant. Auparavant, je voudrais, comme c'est une notion extrêmement importante, la notion de classe, je ne voudrais pas la montrer trop vite, et je voudrais reprendre des exemples qui avaient été donnés tout à l'heure pour voir justement quelles sont les classes. Ça commencera à donner une réponse à votre question. Alors, prenons, si vous voulez, la relation d'équivalence pour les objets colorés. Avoir même couleur. Avoir même couleur. Alors, voici donc mon ensemble E. Et je suppose qu'il y a trois couleurs, comme on l'avait dit, jaune, bleu, je crois que c'était jaune, vert et bleu. Jaune, vert et bleu. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces couleurs-là, bon, d'autres seraient aussi bonnes. Alors, jaune, vert et bleu. Alors, regardons un élément X. Regardons un élément X, supposons qu'il soit jaune. Eh bien alors, tous les éléments qui sont jaunes vont justement appartenir à la classe de cet élément. Alors, les éléments qui sont jaunes, ça fait une certaine partie de E que je vais appeler grand J. Je suppose qu'il y a d'autres éléments que des éléments de couleur jaune. Supposons qu'il y ait ici un élément Y qui soit vert. Eh bien alors, la classe de cet élément Y, ça sera l'ensemble de tous les éléments qui sont verts. Ça va donc me donner une seconde partie, qu'on va appeler grand V, et qui n'aura aucun élément commun avec J. Enfin, prenons en supposant qu'il existe effectivement un objet qui soit de couleur bleue, appelons-le Z, tous les éléments qui restent sont alors les éléments bleus, puisqu'on suppose que les objets, n'est-ce pas, n'ont que ces trois couleurs. C'est-à-dire que je vais avoir une troisième partie de E constituée par l'ensemble des éléments bleus. Alors, voici la réponse, une première réponse à M. Bellage. Effectivement, nous sommes loin avec... Il n'y a que trois classes ici, puisqu'il n'y a que trois couleurs possibles. Et nous sommes loin d'avoir toutes les parties de l'ensemble grand E. Puisque l'ensemble des classes, alors l'ensemble des classes, on va le représenter par la lettre grecque gamma, par exemple, pour l'instant. Eh bien, cet ensemble de classes, il est constitué uniquement de trois éléments, à savoir les parties grand J, grand V, grand B. Et en général, il y a beaucoup plus de parties, comme on l'a vu. Bon, il n'est peut-être pas mauvais d'insister encore un peu en reprenant l'autre exemple, très simple, des nationalités. Voici un ensemble d'hommes. Alors, nous allons supposer qu'ils sont européens. Et on va supposer qu'on ne trouve dans cet ensemble d'hommes que, disons, des Français, des Italiens, bon, et des Allemands. Voilà. C'est une toute petite Europe. Bon. Alors,
Supposons qu'effectivement, dans grand E, il y ait des éléments de chaque nationalité. Eh bien, là encore, je vais avoir, en somme, un partage de grand E réalisé par cette relation d'équivalence qui signifie avoir même nationalité. Je vais trouver l'ensemble de ces hommes qui sont français, ça va être une partie de E, l'ensemble de ces hommes qui sont italiens, une seconde partie, l'ensemble des hommes qui sont allemands. Il se trouve qu'ici, j'ai aussi 3 parties, mais si j'avais pris 4 nationalités, j'aurais obtenu 4 parties. Bon. Je réalise ainsi un partage de E en classes. Les classes sont-elles toujours différentes? Ah, voilà une question qui est fondamentale. Dans mes exemples que j'ai donnés, en effet, les classes ont l'air d'être toujours disjointes, sans éléments communs. Est-ce qu'il en est toujours ainsi? Eh bien, en effet, c'est un théorème fondamental qu'on va maintenant démontrer à propos des classes. Et nous allons reprendre l'autre tableau pour ça. Je peux énoncer, en attendant qu'on nous prépare le tableau, je peux énoncer le résultat qu'on va démontrer, à savoir que ou bien 2 classes. Alors, je prends un ensemble E sur lequel est une relation d'équivalence. Et je vais démontrer le résultat suivant, ou bien 2 classes sont identiques, ou bien elles sont disjointes et n'ont pas d'éléments communs, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez raison. Bon, alors voici donc mon théorème fondamental. J'ai un ensemble E muni d'une relation d'équivalence. Et je suppose que l'élément x' est équivalent à l'élément x. Je vais alors en déduire que la classe de x, c'est exactement la même chose que la classe de x'. Je suppose que c'est ça que vous aviez en partie, enfin c'est un des morceaux de ce que vous vouliez nous dire. C'est absolument évident presque, n'est-ce pas, d'après, si on se réfère aux exemples qui viennent d'être donnés. Maintenant, ça n'empêche pas de faire la démonstration. Alors, il ne faut pas oublier que classe de x et classe de x' sont des parties de E. Par conséquent, pour démontrer que ces 2 parties sont égales, il faut démontrer que tout élément de l'un est élément de l'autre. Alors, supposons donc que y appartienne à classe de x. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, par définition, que y est équivalent à x. Mais, j'ai supposé que x' était équivalent à x. X' équivalent à x. 2 éléments équivalents à même troisième sont équivalents entre eux. Ceci signifie donc que y est équivalent à x'. Or, dire que y est équivalent à x', ça veut dire qu'y appartient à la classe de x'. Autrement dit, de l'hypothèse y appartient à la classe de x, j'en déduis que y appartient à la classe de x'. Ce qui voudrait dire que la classe de x est inclue dans la classe d'x'. Mais comme x et x' jouent le même rôle, par suite de la symétrie de l'équivalence, j'en déduis aussi que classe d'x' est inclue dans classe d'x. Autrement dit, j'ai mon théorème, si x' est équivalent à x, alors classe de x, c'est la même chose que classe de x'. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On va maintenant montrer que si 2 classes ont des éléments communs, c'est-à-dire si l'intersection de 2 classes n'est pas vide, alors ces 2 classes sont complètement confondues. C'est-à-dire qu'il y aura 2 possibilités quand on prendra des classes. Ou bien elles sont identiques, ou bien elles sont disjointes. Elles ne peuvent pas avoir une partie qui soit commune, n'est-ce pas, sans être identique. Alors en effet, nous allons démontrer ce théorème. Supposons que classe de x et classe d'x' aient des éléments communs, ce qui signifie que leur intersection n'est pas vide. C'est ça. Prenons donc un élément z qui appartienne à la fois à classe de x et à classe de x'. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie z appartient à la classe de x? Ça veut dire z est équivalent à x. La classe d'x, c'est tous les éléments équivalents à x. Mais nous avons alors ici z qui va aussi être équivalent à x'. Et par conséquent, il va en résulter que x et x' sont équivalents.
x équivalent à x'. Et d'après ce qui vient d'être démontré, ça entraîne que les classes sont les mêmes. Oui, monsieur Bellach ? Peut-être pourriez-vous insister davantage sur la double inclusion de classe de x et de classe de x' dans le premier cas, parce que vous nous avez dit que y appartient à classe de x entraîne y appartient à classe de x', d'où de même classe de x égale classe d'x'. Oui, si vous pensez en effet que là j'ai été trop rapide, oui, peut-être pour nous. Alors j'avais été parti de l'hypothèse x' équivalent à x, et j'ai montré alors que dans ces conditions, classe partant du fait que y appartient à classe de x, nécessairement y appartient à classe d'x'. Ce qui montrait que classe de x était inclus dans classe de x'. Mais dire qu'x' est équivalent à x, ça revient à dire qu'x est équivalent à x'. C'est-à-dire, si je j'ai bien en tête l'idée de symétrie, de la propriété de symétrie de la relation d'équivalence, au lieu de partir de y appartient à classe d'x' et montrer qu'y appartient à classe de x', alors à l'envers, je peux partir d'y appartient à classe d'x' pour montrer que y appartient à classe de x. C'est-à-dire, puisque classe de x est inclus dans classe de x' et que classe de x' est inclus dans classe de x, par définition même de l'égalité des parties d'un ensemble, ceci signifie que les deux classes sont les mêmes. L'une est contenue dans l'autre, donc elles sont identiques. Voilà, j'avais peut-être en effet été un peu vite. Alors, ce que nous venons de découvrir avec ce théorème fondamental, les classes sont ou bien confondues ou bien disjointes. Ça veut dire qu'on aura dans tous les cas le même petit dessin qui avait été fait sur des exemples tout à l'heure. Prenons un ensemble 1 dans lequel est définie une relation d'équivalence. Si j'envisage les différentes classes, voilà, en voilà une ici, grand A. Ça va être une partie de une classe. Si j'en envisage une autre qui n'est pas confondue avec grand A, une autre qui soit différente, alors elle va être complètement disjointe. C'est-à-dire que j'aurai alors une autre classe, grand B. Et ainsi, je suis en train de faire un partage de grand E en classe. Et ce partage de grand E en classe, ça recouvre complètement grand E, parce que tout élément X appartient au moins à une classe d'équivalence. Il y a au moins des objets, des éléments de l'ensemble qui sont équivalents à X, savoir X lui-même. Autrement dit, je suis partant d'une relation d'équivalence, j'obtiens un partage, n'est-ce pas? Je ne donne pas des noms, je ne continue pas, j'obtiens un partage de mon ensemble grand E. Le mathématicien, vous avez vu ce partage tout à l'heure réalisé avec les jaunes, les verts, les bleus, vous l'avez vu réalisé avec les nationalités, le voilà dans le cas général. Alors, on va à ce moment-là introduire une définition. Le mathématicien ne dit pas qu'il a un partage de grand E, il parle de partition. Alors, je vais donner la définition d'une partition. On va abaisser un peu le tableau. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Une partition d'un ensemble grand E. Eh bien, c'est ce que nous venons de voir. C'est-à-dire, c'est un ensemble de parties. Alors, un ensemble de parties, je vais désigner par cet F rond. Autrement dit, F rond, c'est un ensemble d'éléments, disons grand A, grand B, grand C, etc., qui sont des éléments qui sont des parties de grand E, c'est-à-dire des éléments de P de E. Bon, alors A, B et C, tout ça, ce sont des parties de E. Et ce sont des parties non vides, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sont tous différents de l'ensemble vide. Donc, j'ai un ensemble de parties de E qui est non vide. Et je vais supposer deux choses. Je vais supposer que, premièrement, deux parties qui appartiennent à F sont, quand elles sont distinctes, bien entendu, c'est-à-dire prenons grand X et grand Y qui appartiennent à cet ensemble de parties. Et supposons que ces deux parties sont différentes.
qu'on n'a pas donné des noms de baptême différents à deux parties identiques. Alors, ma première hypothèse, c'est que si deux parties sont différentes, alors l'intersection est vide. Et deuxièmement, ma deuxième hypothèse, pour avoir une partition, alors ça fait ce n'est pas deux, ça ressemble aux classes qu'on avait, deux parties différentes ont une intersection qui est toujours vide. Il n'y a pas d'élément commun pour les différentes parties de mon ensemble. Ce sont toujours deux à deux des parties qui sont sans élément commun. Et la deuxième condition, ça va être que j'obtiens en somme, avec l'ensemble de ces parties, un recouvrement de mon ensemble tout entier. C'est-à-dire, la deuxième condition est que, quel que soit l'élément x de grand E, il existera une partie, je ne sais pas trop laquelle, il existera une partie telle que x appartiendra à une de ces parties. Ce que je pourrais écrire, et je vais le faire sur l'autre tableau, je pourrais écrire ça d'une façon différente. Oui, j'ai peut-être été lent aujourd'hui, mais c'est une question difficile, plus délicate que les autres, je crois. Alors, il ne fallait pas se presser pour faire cette leçon. Bon. Je dois dire que beaucoup d'auditeurs me reprochent la vitesse à laquelle je travaille. Beaucoup. La plupart des lettres me disent que je vais beaucoup trop vite. Bon, alors aujourd'hui, j'ai essayé d'aller un peu plus lentement, mais il est évident que je n'arriverai pas à la fin de ma leçon. Bon, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir compris une chose plutôt que de ne pas en avoir compris deux. Bon. Alors, j'étais en train d'expliquer que cette deuxième propriété d'une partition, à savoir que tout élément de l'ensemble appartenait à une partie de la partition. Je pouvais encore l'écrire de la façon suivante en disant que l'union de toutes les parties, pour donc x appartient à cet ensemble de parties, c'était l'ensemble tout entier. Il faudra peut-être que vous nous précisiez un peu ce symbole, parce que d'habitude, ce grand U, là, on l'utilise entre deux parties. Voilà, alors je viens d'utiliser ici ce symbole de l'union, mais d'une façon un peu particulière, puisque au lieu de mettre cette union entre deux parties d'un ensemble, j'ai mis ce signe d'union à l'avant, n'est-ce pas, d'un certain nombre, et c'est pourquoi ce U, si vous voulez, on va lui donner un aspect un peu particulier, on va le renforcer. Alors là, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais suffisamment pour éclairer cette question de l'emploi de ce signe. D'habitude, étant donné deux parties, grand A et grand B, nous écrivons l'union de cette façon-là. Mais rien ne nous empêcherait, et ça s'appelle la notation polonaise, rien ne nous empêcherait de mettre le signe d'opération avant les deux parties. Au lieu d'écrire A union B, j'écris union de AB. Bon, ça justifie la position de U. Seulement ici, il y a encore quelque chose. J'ai mis une seule partie. Parce qu'en dessous de mon signe union, il fallait comprendre que je faisais l'union de toutes les parties qui appartenaient à cet ensemble grand F de parties. Si grand F se compose seulement, disons, de trois parties numérotées, grand A1, grand A2, grand A3. Alors, ce que j'entends par union de tous ces AI, lorsque I appartient à 1, 2 ou 3, c'est un indice qui peut prendre les valeurs 1, 2, 3, alors j'entends par union de tout ceci, évidemment, l'union de A1, de A2 et de A3. Voilà ce que signifie ce symbole U, n'est-ce pas, grand U, marqué en début, comme je l'ai fait. Voilà donc ce que c'est qu'une partition, mais malheureusement, alors, je suis un peu arrêté au milieu de la leçon ici, malgré tout, parce que ce que je vais montrer, c'est que, on l'a vu, les classes réalisent une partition. Bon, mais mon grand théorème, ça va être à l'envers. Si j'ai une partition d'un ensemble grand E, à partir de cette partition, je peux définir une relation d'équivalence. Autrement dit, la fin de cette leçon,
le centre de la leçon sera, on la retrouvera au début de la leçon prochaine, où nous montrerons cette identité entre partition et équivalence. Bon, je vous remercie.